salue donc, nos autorités. Donc, je commence par Bernard Disembourg. Cher Bernard, président d'Université Paris-Est. On a aussi quelques représentants de nos établissements. Hein. J'ai repéré quelques directeurs ou présidents ou directeurs adjoints, donc je ne vais pas tous les citer. Je salue aussi, bien sûr, nos deux présidents de jury, hein, donc Geneviève Fraisse et Franck Paccard, que vous verrez plus longuement après, mais vraiment que je tiens à remercier vivement pour le travail qu'ils ont fait avec nous. Je pense aussi que Stéphanie Ursulé est là, voilà, pardon, je ne vous avais pas vu, donc directrice de Descartes Développement, donc vous verrez aussi, qui est un partenaire, je vais dire maintenant de longue date, même si nos établissements sont jeunes, mais qui donc est impliqué dans la délivrance donc de prix. Donc merci encore à Stéphanie Ursulé. Chers membres de la communauté de l'Est parisien, chers docteurs, chers tous, cette cérémonie, on appelle cérémonie donc, de remise des prix, qui nous réunit, est maintenant un rendez-vous annuel bien établi. Alors, je vais quand même en rappeler la genèse, puisque bon, ça fait à peu près 5 ans hein, qu'on fait cet événement. Vous savez, je pense que la plupart d'entre vous le savez, en tout cas ceux qui ne le savent pas, vous le saurez bientôt, dès la création du PRES, Université Paris-Est en 2007, donc maintenant communauté d'universités et établissements, donc le doctorat a été, la délivrance du doctorat et la fonction doctorale a été transférée à l'époque au PRES par les établissements qui pouvaient délivrer le doctorat, c'est-à-dire les deux universités et l'École nationale des ponts et chaussées. Et le conseil d'administration du PE, donc dès décembre 2007, donc pratiquement 6 mois après la création du PRES, a décidé que le diplôme de doctorat du PE ne comporterait ni mention, ni félicitations du jury. Et en corollaire, il a souhaité que soit donnée une visibilité externe aux meilleurs aux travaux emblématiques de nos doctorants par l'attribution de prix de thèse distinguant les lauréats, mais aussi mentionnant les nominés. Et donc, depuis maintenant 5 ans, chaque année, nous attribuons des prix de thèse parmi les nominés proposés par les écoles doctorales. Et le choix final relève d'un jury, c'est assez classique, qui départage les nominés sur la qualité et l'originalité des travaux menés. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est que nous avons voulu donner à cette sélection pour les prix de thèse un caractère à la fois plus formel, mais surtout plus prestigieux, en constituant 2 sections différentes au sein du jury, l'une en sciences humaines et sociales, et l'autre en sciences dites exactes et en santé. Et on a souhaité, justement pour donner peut-être plus de poids et de force et un regard plus fort sur la qualité de nos travaux, on a souhaité faire présider chaque section de jury par une personnalité, donc Geneviève Fraisse et Franck Paccard. Donc de nouveau, je vous remercie vraiment d'avoir accepté avec enthousiasme ce travail. C'est quand même un travail supplémentaire. Et puis de contribuer aujourd'hui à animer les débats. Alors, les prix de thèse, je ne vais pas dévoiler ce qui va être présenté, mais je pense qu'on peut dire vraiment, et c'est une caractéristique, je pense, très forte de notre ensemble. Vous le verrez, bon, il y a une grande variété de sujets abordés, bon, ça c'est évident, mais outre la haute valeur académique intrinsèque, vous verrez aussi la portée des travaux et leur dimension sociétale. Et je crois que c'est une attention peut-être particulièrement forte sur notre communauté, c'est que cette dimension sociétale apparaît soit sur les objets de recherche eux-mêmes, soit et ou sur les impacts potentiels, ou sur la prise en compte d'enjeux. Et donc je crois que ces points font partie des caractéristiques des travaux qui sont faits chez nous. Alors, dans cet esprit de valorisation des travaux de nos doctorants et docteurs maintenant,
On a enrichi cette tradition par, bon, je l'évoquais en saluant Stéphanie Ursulé, en ouvrant, au-delà des 6 prix accordés au titre de chacune école doctorale, en l'ouvrant à un prix spécial entreprise. Donc c'est la 3e année que nous avons un prix spécial entreprise qui est attribué par l'agence Descartes Développement. Et donc merci Stéphanie, mais merci aussi à votre président Gérard Eudes, qui est vice-président du Conseil général Seine-et-Marne, pour avoir donc présidé votre jury de sélection. Je crois qu'en ayant discuté avec lui, le regard que vous apportez sur des travaux académiquement sélectionnés, c'est aussi de voir en quoi ça parle à des agences comme la vôtre, en quoi ça peut être utile directement ou indirectement aux missions que vous avez. Et puis je pense qu'en retour, vous nous envoyez aussi des messages sur, au fond, les sujets qui vous intéressent et comment on peut renforcer les liens entre notre communauté, disons, universitaire au sens large, une communauté d'universités et établissements, et puis les parties prenantes économiques et territoriales que vous représentez. Et au fond, vous nous invitez toujours à avoir en tête de veiller à l'attractivité de nos travaux de recherche et puis, en arrière-plan, l'avenir de nos doctorants et docteurs. Voilà, je termine cette courte introduction. Merci à toutes et à tous. Et je vais passer la parole à Frédéric Pigère et Laurent Gautron, directrice et directeur adjoint du département des études doctorales du PE, qui est un peu notre maîtresse de cérémonie. Enfin, toi, Laurent, c'est le maître de cérémonie. Bon, merci. Merci Benoît. Bonsoir à tous. Donc Laurent Gautron et moi-même assurons la direction du département des études doctorales du PE depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est dans le cadre de ces nouvelles fonctions que nous avons pris en charge une partie de l'organisation de cette remise des prix. Alors, comme l'a dit Benoît, donc, nous avons cette année la chance d'avoir un jury présidé par 2 personnalités. Donc, je voudrais à mon tour vous remercier, l'un et l'autre, d'avoir accepté cette tâche et surtout d'avoir pleinement joué votre rôle de président de votre section en animant les débats au sein de chacune de ces sections. Alors, je me suis moi-même plus directement occupée de la section sciences humaines et sociales, et Laurent de la section sciences exactes et santé. Alors, je voudrais remercier les membres du jury, donc les 3 directrices et directeurs des écoles doctorales concernées, donc Sylvie Jaglin pour l'école Ville, Transport, Territoire, Marie-Emmanuelle Plagnol pour l'école Culture et Société, et François Legendre pour l'école Organisation, Marché et Institutions, ainsi que les membres extérieurs, donc Valérie André de Louvain, Brigitte Guigou de je ne sais plus quel organisme, mais IAU, merci beaucoup, et Alain Pirotte de l'université Paris 2, voilà. Donc, je voulais vous remercier pour le temps que vous avez accepté de consacrer à l'expertise des dossiers, malgré toutes les tâches qui sont les vôtres. Alors, on va sans plus attendre procéder à la remise des prix. Et nous allons commencer par la section SHS. Et donc, je vous présente Geneviève Fraisse, qui va remettre ses prix. Chère Geneviève, si tu veux bien venir. Voilà, donc Geneviève Fraisse est philosophe et directrice de recherche au CNRS. Et c'est elle qui va remettre les prix à nos 4 lauréats. Merci. Bonsoir, c'est un honneur, comme on dit, puis être remercié plusieurs fois, mon Dieu, ça ne peut pas faire de mal. Au passage, on garde ça pour les mauvais jours, comme je dis toujours. Mais surtout, c'est aussi un intérêt qui m'a été offert, non seulement de me perdre sur un campus que je ne connaissais pas, parce que c'est important de sortir de Paris, mais aussi d'être confronté, oui,
et d'être confronté à des dossiers divers et variés au titre de ce qu'on appelle personnalité extérieure. Et c'est, moi je le prends comme cela, une chance, puisque ça me permet de découvrir donc des choses que je n'irais pas chercher moi-même. Alors, moi, ce qui m'a frappé, d'abord, on a eu, c'est vrai, une discussion assez intéressante, vivante, et je crois aussi réelle, puisqu'on était ensemble dans une même salle, et non plus à converser par mail et numérique interposé. Alors, ce qui m'a, moi, en pensant à ce soir, et regardant à nouveau mes notes, aussi bien pour ceux qui ont été primés que pour ceux qui étaient sur la liste de candidats, c'est ce que j'appellerais une, n'ayons pas peur des mots, une épistémologie des croisements. Ce qui est étonnant à prendre ces thèses de diverses disciplines par rapport à d'autres époques de thèses que j'ai pu connaître, c'est cette idée qu'il faut croiser plusieurs questions, donc plusieurs aussi peut-être, disons, champs. Et je dois dire que je trouve ça, comme ça, à prendre un peu de recul, tout à fait intéressant. Alors donc il y a non pas 3, mais 4 prix. Alors ça, c'est une originalité qui, je crois, n'est pas, a déjà été, disons, comment dire, mise en avant l'année dernière. C'est en fait, nous n'avons pas pu choisir. Nous n'avons pas pu choisir, et au moment où nous commencions éventuellement à nous battre, l'une d'entre nous a eu la magnifique idée de dire « et si nous partagions le prix ?» Donc c'est face à ce choix impossible, ce qui rend d'autant plus intéressant les deux personnes, les deux thèses qui ont été choisies pour cela, et bien évidemment. Alors, je parlais de croisement, d'épistémologie du croisement. Monsieur Isiaka Coulibaly. Alors, je crois qu'il faut que vous veniez pour que je vous remette. C'est pas moi qui ai fait le bleu et le rose, moi qui écris contre la lutte contre les stéréotypes, mais contre les stéréotypes au passage. Mais néanmoins, c'est bien pour être sûr que ce soit le vôtre, puisque c'est caché. Voilà votre effectivement prix. Vous croisez la question du taux de change avec la question africaine, du régime de change, tout ça est pour moi des choses très difficiles à comprendre, avec une région du monde. Et voilà ce qui serait votre croisement. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. Je vous laisse là. Bonjour à tous. Je suis Isiaka Coulibaly. J'ai réalisé au fait une thèse sur les implications économiques des choix en termes de régime d'échange des pays d'Afrique subsaharienne, tout en essayant de déterminer la façon dont on peut s'inspirer de l'expérience d'un certain nombre de pays de cette région. Donc, depuis lors, je suis attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Créteil. Donc aujourd'hui, c'est un honneur et un privilège pour moi de vous présenter mon travail. Ma présentation est structurée en 3 parties. Tout d'abord, je vous parlerai de la motivation de mon travail. Ensuite, je vous parlerai des différentes problématiques qui ont été abordées. Et enfin, en guise de conclusion, je vous présenterai les principaux résultats. Donc, les choix du régime d'échange, c'est-à-dire la façon dont la monnaie d'un pays varie en fonction de celle d'un autre, est une question récurrente et importante pour toute économie. En effet, les autorités monétaires se posent toujours la question de savoir si elles doivent laisser flotter leur taux d'échange par rapport à d'autres pays, ce qui correspond au régime d'échange flexible, ou encore si les pays devraient s'associer avec d'autres pour créer une union monétaire. Et enfin, il y a un 3e cas où le pays peut décider de fixer la valeur de sa monnaie par rapport à une monnaie de référence. Donc, étant donné qu'il y a des arguments pour ou contre par rapport à tous ces régimes, il y a un grand débat dans la littérature par rapport au choix. Cependant, la création de l'euro en 1999 a constitué un déclic dans cette littérature dans la mesure où elle a amené à augmenter l'attractivité des régimes d'échange, notamment dans les pays en voie de développement. C'est le cas, par exemple, des pays d'Asie, des pays asiatiques, des pays d'Amérique latine et surtout des pays africains. Concernant l'intégration monétaire en Afrique,
ce n'est pas une question nouvelle, elle date au moins des années 1960. En effet, les indépendances dans ces pays ont conduit à une situation qu'on peut caractériser de balkanisation monétaire avec des monnaies pour des petites économies qui n'ont aucun impact au niveau international, ce qui a été considéré comme une entrave au commerce intra-africain. Donc, comme solution, on a proposé à ce que les pays africains mettent en place des unions monétaires entre eux. Et cette solution a été donnée depuis 1963 par l'Organisation pour l'Unité africaine. Mais il a fallu attendre le début des années 2000 et le lancement réussi de l'euro pour que les Africains s'intéressent effectivement à ce projet et pour qu'ils s'inscrivent dans une stratégie claire et bien définie. Donc la stratégie africaine est la suivante. Tout d'abord, on va créer des unions monétaires régionales, lesquelles vont fusionner plus tard pour donner naissance à ce qui sera la monnaie commune pour toute l'Afrique. Sur ces graphiques, on voit les 5 régions qui sont concernées, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et au final, une union monétaire autour de l'Afrique du Sud. Mais avant la création de ces unions monétaires, plusieurs questions demeurent et aussi des études prospectives doivent être réalisées. Pour moi, ces questions peuvent se résumer en 2 grands groupes. La première, il s'agit de déterminer la viabilité économique de ces projets d'union monétaire. En d'autres termes, est-ce que ces pays ont réellement intérêt à partager la même monnaie? La deuxième question, qu'est-ce que l'intégration monétaire pourrait apporter à ces pays? Quels sont les avantages, les inconvénients? Et surtout, quel type d'intégration monétaire faudra-t-il mettre en place pour ces pays? Donc, pour répondre à ces questions, je me suis tout d'abord intéressé au projet d'union monétaire en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le projet pour la zone CEDEAO, qui est le projet pour le moment le plus abouti. Donc, dans cette union, j'essaie de déterminer quels sont les pays qui ont économiquement intérêt à former une union monétaire. En d'autres termes, est-ce que cette zone pourrait constituer ce qu'on appelle une zone monétaire optimale? Ensuite, je me suis demandé quelle sera l'implication économique de l'appartenance à la zone CFA. Qu'est-ce que la zone CFA a apporté aux pays qui ont ces régimes depuis 1960? Donc, la zone CFA, globalement, est composée de 2 unions monétaires qui ont chacune leur monnaie. Et il y a une partie qui est en Afrique de l'Ouest qui est réunie au sein de l'UEMOA et une autre en Afrique centrale est réunie au sein de la CEMAC. Donc, l'idée ici, c'est de savoir si l'expérience de ces pays peut être transposée à d'autres régions en Afrique subsaharienne. Donc, comme résultat, j'ai tout d'abord construit un nouvel indicateur qui permet de faire face à certaines insuffisances de la littérature existante sur ce sujet. Et cet indicateur me permet de déterminer la zone, les délimitations économiquement viables en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La première implication de ces résultats, c'est que les 2 unions monétaires de la zone CFA ne peuvent pas se réunir ensemble parce qu'elles ne forment pas ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Ensuite, au sein de la CEDEAO, j'ai essayé de démontrer que le Ghana, la Gambie et la Sierra Leone peuvent former une union monétaire avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Cependant, le Nigeria, qui est la première économie de cette région, n'a pas intérêt à former une union monétaire avec ses homologues d'Afrique de l'Ouest. Par contre, elle a certaines similarités avec les pays d'Afrique centrale, qui sont également des pays exportateurs de pétrole. Également, les deuxièmes résultats nous amènent à déterminer les intérêts de l'appartenance à la zone CFA. La zone CFA a des effets positifs. Elle a permis aux pays d'avoir des niveaux d'inflation très très faibles et également d'avoir une discipline budgétaire par rapport aux autres pays, ce qui amène à une situation de stabilisation macroéconomique qui pourrait être favorable à la croissance. Cependant, un tel régime peut être très coûteux en termes de compétitivité, surtout lorsque la monnaie d'ancrage est une monnaie très forte, ce qui a été le cas récemment avec l'euro. Donc, ça peut être coûteux en termes de croissance. Et au final, j'ai essayé de proposer, par rapport à tous ces résultats, qu'il serait mieux pour les pays africains d'avoir des unions monétaires qui ne seront pas ancrées à une monnaie extérieure afin que la Banque centrale commune ait une certaine flexibilité pour pouvoir faire face à des chocs communs. Et également, ces unions monétaires doivent être accompagnées par
un système de compensation qui permet de mieux partager les risques et d'aider les pays qui seront en difficulté. Et avant de finir, je voudrais remercier les membres du jury, mon directeur de thèse, tous mes différents co-auteurs avec qui j'ai travaillé et les membres de ma famille qui sont présents ici. Je vous remercie. Merci pour cette clarté en quelques instants. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez partagé votre prix avec Pascal Château-Terris, qui est ici, voilà, et qui, donc, a, avant que je lui remette, écrit une thèse qui s'appelle « Les outils de gestion, transporteurs et régulateurs des logiques institutionnelles, cas de 2 organisations de capital risque solidaire ». Bref, entre institution, logique institutionnelle et gestion, est-ce que le capital risque solidaire trouve son chemin? Alors, je vous remercie. Merci. Votre prix, et c'est à vous. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Château-Terris, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et avant peut-être de commencer, je voudrais remercier l'Université Paris-Est pour cette cérémonie et également toutes les personnes qui ont contribué donc, à cette thèse et à ce travail, puisque la thèse est loin d'être un travail solitaire. Alors, je ne sais pas si j'ai mal appuyé. Voilà. Donc, ce travail porte sur les outils de gestion. Et les outils, en général, portent un paradoxe qui sont à la fois contraignants et à la fois habilitants. Contraignants, on a tous dans l'idée le film de Charlie Chaplin, celui que j'ai mis tout en haut à droite, Les temps modernes, avec la chaîne qui cadence en fait l'activité des ouvriers. Donc ça, c'est quand même très contraignant. Mais de l'autre côté, si on regarde dans les pays où la liberté d'expression est opprimée, on se rend compte qu'Internet peut aider et peut faire que la liberté soit portée par un outil qui est Internet. Et donc, si on regarde dans les organisations, et en particulier les organisations qui ont des finalités sociales, la plupart des recherches vont nous dire que les outils de gestion vont plutôt discipliner les acteurs, les contraindre, porter une logique plutôt capitaliste et ne vont pas du tout avoir un effet positif en fait, sur les acteurs organisationnels. Ils pervertiraient les valeurs et donc ils porteraient la domination à la fois des gestionnaires et à la fois de l'économie capitaliste. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas voir peut-être une lueur d'espoir, nous, en tant que gestionnaires, et se dire finalement les outils de gestion, est-ce qu'ils pourraient servir et être conçus et utilisés autrement, et en particulier, est-ce qu'ils pourraient promouvoir autre chose qu'une logique purement financière ? Le fil conducteur de cette présentation, c'est en fait un cas qui est le Fonds Afrique, donc qui est un fonds de capital risque solidaire. Pour vous expliquer assez rapidement, c'est une organisation donc, qui va mutualiser l'épargne de particuliers ou d'organisations et qui va décider d'investir dans d'autres organisations, donc en investissant au capital ou en leur prêtant de l'argent pour financer des projets de développement. Donc le Fonds Afrique investit en Afrique. De l'épargne de particuliers et en partenariat avec 2 autres organisations, donc une association qui est chargée de faire remonter les dossiers et des partenaires africains qui sont chargés d'identifier les différentes entreprises africaines qui ont besoin de financement. Donc actuellement, il y a eu 30 investissements qui ont été faits dans ce fonds. C'est un fonds fondateur du capital risque solidaire en France. Il a été créé en 2005, mais il appartient à une organisation qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Et c'est un fonds très militant, où on s'attend à ne pas avoir que des outils de gestion qui portent une logique purement financière. Alors, par rapport à la question que je me suis posée, je vais essayer de montrer 2 grandes idées. Et la première, c'est que les outils de gestion peuvent construire du sens. À travers le langage, en fait, les outils de gestion vont se diffuser à l'intérieur d'une organisation, à l'intérieur d'une nation et d'une région. Ils vont permettre en fait, de construire un compromis et de partager des savoirs en imposant en fait, un référentiel commun, un vocabulaire commun sur lequel va s'appuyer l'action. Donc,
j'ai établi avec le Fonds Afrique un tableau de bord qui a permis de suivre donc la performance des entreprises qui ont été financées. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir 2 points. D'abord, les finalités sociales ont bien été traduites en l'ensemble des entreprises, aux partenaires africains et aux entreprises cibles, et ils ont mieux compris les raisons pour lesquelles le fonds investissait à l'intérieur de leur structure. Il y a eu de gros débats autour des indicateurs environnementaux, par exemple, autour de la prise en compte des rejets à queue, par exemple, autour du suivi des salariés, de leurs salaires et des formations. Donc il y a eu une vraie prise de conscience des finalités sociales et environnementales autour de la construction de l'outil qu'il n'y avait pas eu avant. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a eu en fait une chaîne de retranscription qui a permis en fait de construire du sens donc sur un plan assez large, et en particulier de se rendre compte que l'échelle des salaires, qui dans les entreprises solidaires en France est entre 1 et 5 ou 1 et 7, n'a en réalité pas trop de sens en Afrique, ou en tout cas n'a pas été accepté par les entrepreneurs africains, et donc n'a pas été un indicateur de l'outil de gestion qui est actuellement utilisé. La notion de plan aussi, et de plan de formation, comme toute notion un petit peu formelle, a connu pas mal de résistance également. Donc, les outils de gestion permettent de construire le sens, première idée. Et donc, deuxième idée, les outils de gestion permettent également d'équilibrer les finalités financières et les finalités sociales. Donc, ce sont en fait des médiateurs qui vont permettre en fait de révéler les tensions entre les multiples finalités. Ils vont se comporter comme des objets frontières où différents membres et différents acteurs organisationnels vont pouvoir donc négocier et compromettre et discuter autour de l'outil. Donc, dans les fonds de capital risque, il y a un moment qui est assez important qui s'appelle le comité d'investissement, ou pour le Fonds Afrique, ça s'appelle le comité d'engagement, où on va décider de l'investissement. Cette décision se prend de toute manière de façon collective, que ce soit dans le capital risque solidaire ou le capital risque classique. Et donc, on va avoir plusieurs acteurs qui vont étudier le dossier qui a été monté par l'entreprise et qui souhaite obtenir le financement. Ce dossier, ça s'appelle un business plan. Et donc, chacun va discuter tous les paramètres du business plan et va éclairer ce qu'il pense des différents paramètres du business plan. Ce qui est intéressant dans le Fonds Afrique, c'est qu'il y a 2 groupes en fait qui vont s'opposer. Un groupe avec une logique plutôt financière qui est là pour regarder les critères financiers. Est-ce que l'entité a la capacité de rembourser l'emprunt qu'on va lui faire? Est-ce que le projet est viable? Est-ce que le projet est crédible? Est-ce que financièrement ça va tenir cette structure? Ça, c'est le groupe donc, qui est essentiellement dominé par des métiers banquiers, par des banquiers. Et il y a un autre groupe qui est plutôt dominé par des acteurs du développement, donc généralement des ingénieurs, qui vont plutôt regarder le process de production et qui vont plutôt regarder les finalités sociales. Donc est-ce que cette entreprise peut faire école? Est-ce qu'elle est exemplaire? Est-ce qu'elle peut apporter du développement au niveau du territoire? Donc un débat qu'il y a eu par exemple et qui est assez intéressant sur les salaires, qui sont bien entendu un coût assez important pour une entreprise et un coût fixe en plus, donc qui fait peser des risques financiers assez importants dans une entreprise. Ça, c'est du côté des banquiers. Et de l'autre côté, c'est quand même du pouvoir d'achat et ça permet de développer le territoire. Donc, on a bien ces paradoxes et ces tensions qui sont relevées dans les comités d'investissement. Deuxième point, donc la discussion se déroule et enfin elle est clôturée par une évaluation qui est collective du dossier et on doit aboutir à un consensus. Est-ce qu'on investit? Si oui, sous quelles conditions on investit? Et sinon, quelles sont les raisons qui nous motivent à ne pas investir? Et donc cette grille d'évaluation va reprendre des critères financiers et des critères sociaux. Et donc chacun va donner son avis sur l'évaluation qu'il doit avoir sur chacun des critères. Et c'est ainsi que se construit donc un consensus autour de la décision d'investissement. Voilà pour les 2 idées clés que je voulais développer. Je termine peut-être en disant que je continue de faire de la recherche sur les outils de gestion, en particulier avec des finalités sociales, sur les pactes d'actionnaires et dans l'habitat très social. Voilà. Merci pour votre attention. Vous comprenez pourquoi on n'a pas pu trancher, avec quand même un point commun entre les deux, et ça n'aura échappé à personne, qui est l'Afrique. Alors maintenant,
c'est l'autre école, la culture et société, avec un peu de philosophie, ce qui ne saurait me déplaire. Donc c'est Adrien Louis. Voilà Adrien Louis, qui a eu le prix pour culture et société. Alors, sous le titre « Le phénomène politique dans l'œuvre de Léo Strauss ». Et outre, évidemment, mon plaisir à voir la philosophie mise à l'honneur, j'ai repris mes notes ce matin pour savoir, pour préparer cet après-midi, et j'ai vu que la première chose que j'avais mise, c'était « tout y est ». Non, c'est sur mon papier. Hein. Alors, donc, vous voyez, lisant votre résumé, votre candidature, etc., il y avait ce petit morceau de phrase « tout y est ». Léo Strauss tel qu'en lui-même, sa réinscription dans l'histoire de la philosophie, sa mise à l'épreuve de la philosophie politique contemporaine, que demander de plus en termes de croisement? Je crois que j'avais l'impression quand même, je vous le dis, d'une sorte, non pas de totalité, mais de complétude quant aux questions posées. Voilà, j'ai pris grand plaisir. Et je ne suis pas la seule. Merci. Merci beaucoup. Alors, les philosophes ne sont pas connus pour être des hommes d'action. J'assume en restant planté à ce pupitre. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir tout particulier de recevoir ce prix de cette université Paris-Est, puisque j'ai avec celle-ci une histoire assez longue et d'une fidélité jamais démentie, je crois. C'est donc le moment ou jamais d'exprimer ma gratitude pour cette université, ses professeurs et ses administrateurs. C'est dans cette université que j'ai effectué toutes mes études de philosophie, dans des conditions privilégiées de proximité avec mes enseignants, puisque nous étions une vingtaine d'étudiants. J'ai également enseigné 4 ans pendant ma thèse, dans des conditions privilégiées de proximité avec les étudiants, qui étaient toujours 20. Je vous rassure, ce n'étaient pas les mêmes. Mais venons-en à ma thèse. Elle porte sur un auteur, donc Léo Strauss, qui était un objet propre à exciter ma fascination de jeune homme pour les esprits puissants et les grandes ambitions intellectuelles. Léo Strauss est un auteur juif allemand né en 1899, qui a émigré dans les années 1930 en Angleterre d'abord, puis aux États-Unis où il s'est installé définitivement. Il a consacré ses premières recherches à la philosophie des Lumières. Il s'est demandé plus exactement si la victoire des Lumières sur l'orthodoxie religieuse avait été véritablement une victoire de la raison, ou bien si les Lumières avaient mobilisé dans cette critique des armes plus contestables, comme la moquerie. Telles furent les premières questions de Strauss. Mais ces questions n'étaient pas motivées par le désir de renouveler l'orthodoxie religieuse. Strauss se les posait plutôt parce qu'il lui semblait qu'il y avait un problème essentiel dans le rationalisme moderne, un problème dans la manière dont la modernité comprend et assigne les tâches de la raison. Ce problème, il en trouvait le symptôme dans les doutes que les pays occidentaux, à son époque, semblaient trahir sur la viabilité du projet moderne. Il en trouvait surtout le symptôme dans le relativisme constitutif des sciences sociales, qui décrète qu'il est impossible de fonder objectivement des jugements de valeur. Les sciences sociales accusaient ainsi directement la prétention rationaliste des Lumières modernes, et elle appuyait de son autorité l'idée que toutes les valeurs sont également défendables. Donc en somme, le relativisme pratique et théorique apparaissait à Léo Strauss comme la figure finale du rationalisme moderne. En revenant à l'origine du conflit entre les Lumières et la religion révélée, Strauss voulait donc comprendre comment le rationalisme moderne s'était constitué. Pour poursuivre cette réflexion, il a donc été conduit à considérer le rationalisme pré-moderne, d'abord chez les philosophes médiévaux juifs et musulmans, puis chez les philosophes anciens grecs. Dans toutes ses recherches, Strauss a fait montre d'une connaissance très pointue des questions théologiques assez ardues, d'une attention très scrupuleuse à tous les détails d'un texte, qui comprenait donc des textes écrits en arabe et en hébreu classique, qui n'intéressaient pas grand monde à l'époque. Strauss ne promet pas de vérité au terme de tant d'études rigoureuses de textes anciens et modernes. Mais il défend, avec une vigueur inaccoutumée, que rien n'est plus salutaire que la recherche de la vérité, car si nous renonçons à une telle recherche et à une telle idée de vérité, nous sommes tout simplement découragés de voir plus loin que nos propres opinions. Seule une telle recherche de la vérité est véritablement libératrice, et défendre cette recherche de la vérité comme une marque d'excellence humaine constitue la dimension proprement politique de l'œuvre de Léo Strauss. Ma thèse ne porte pas sur la question de l'excellence dans l'œuvre de Léo Strauss, elle porte sur la manière dont il considère les phénomènes politiques modernes, comme les régimes idéologiques,
le projet libéral ou la morale bourgeoise, et sur la manière dont les anciens Grecs, dans l'interprétation qu'ils en donnent, ont eux-mêmes compris les phénomènes politiques. Mais la question de l'excellence humaine est au début et à la fin de ma thèse. Au début, car confusément, c'est l'assentiment que la recherche rationnelle de la vérité constitue un véritable accomplissement pour les hommes, qui a animé toute ma vie universitaire et mon intérêt pour Strauss. En France, toute une tradition sociologique s'est appliquée à dénoncer l'usage pernicieux ou socialement intéressé des notions d'excellence humaine ou de culture classique, considérées comme des instruments de reproduction sociale. Mais cette tradition sociologique n'a jamais pris la peine, je crois, de nous dire si la notion d'excellence humaine ne pouvait pas répondre à une aspiration authentique ou à une expérience concrète. L'œuvre de Strauss offre un contrepoids que je crois salutaire à cette tendance. Mais la question de l'excellence est aussi au terme de ma thèse. Car une des choses que Strauss reproche à la philosophie politique moderne et ensuite à la sociologie, c'est précisément d'avoir abandonné cette question si importante dans nos vies et si essentielle dans la philosophie politique ancienne. Qu'est-ce que l'excellence ? Qu'est-ce qui accomplit un homme et une femme ? Or, une réponse ou des réponses à cette question ne sont-elles pas toujours présentes dans notre vie morale et politique ? Ces idées sont assurément présentes dans le tissu de nos vies individuelles, dans la détermination intime de nos choix, dans l'éducation de nos enfants. Nous concevons nécessairement une pluralité de biens que nous hiérarchisons en fonction des circonstances, mais aussi dans l'absolu. La démocratie libérale rend assurément malaisée la détermination collective d'une certaine hiérarchie des biens, ou la détermination collective des biens que les citoyens pourraient se proposer d'honorer et de défendre. La pente naturelle de la démocratie libérale est de laisser toujours plus chacun juge de ce qui est bon pour lui et d'abandonner la prise en charge collective d'une idée de ce qui est bon pour qu'un homme s'accomplisse. Mais la défense des libertés individuelles est-elle nécessairement incompatible avec le souci de maintenir, présente dans notre vie collective, certaines idées de l'excellence humaine ? Et n'est-ce pas un objet essentiel de la liberté politique que de déterminer pour notre pays les biens et les excellences que nous ne voulons pas sacrifier ? Qu'est-ce donc qui accomplit un homme ? Qu'est-ce donc qu'une personne accomplie ? J'espère que cette question restera à l'esprit des politiques universitaires, même si je n'ignore pas les difficultés énormes auxquelles elles sont aujourd'hui confrontées. Mais en honorant des travaux intellectuels, en honorant des thèses, je crois que cette université montre son attachement à cette préoccupation. Pour ma part, je dois à cette université et à ses enseignants de m'avoir rendu sensible à cette question et je l'espère de m'avoir donné les meilleurs moyens de la traiter dans l'avenir. Je vous remercie. Merci à vous. Ville, transport et territoire, dernier prix, en tout cas, de ce jury, avec M. Vincent Bénézek, modélisation stochastique de la qualité de service perçue par les passagers dans les réseaux de transport urbain. C'est vous. Alors, donc voici déjà je ne sais pas s'il faut appeler ça le diplôme ou le... Alors, un mot peut-être, un seul mot. Moi, je n'ai qu'un seul mot, disons, en dehors de ce mot stochastique, que j'avoue avoir appris grâce à vous. Mais personne n'est... nous avons toujours à apprendre quelque chose. Ce qui m'a plu... Alors, je suis revenue aux choses qui m'intéressent, ou que je connais un peu. Ce qui m'a plu, je crois, dans ce croisement que vous faites entre la modélisation et les passagers, c'est que vous avez l'idée du récit pour ces passagers. C'est-à-dire quelque chose nous est donné vous fabriquez du récit au milieu de tout cela. Et je dois dire que j'ai trouvé, entre la modélisation mathématique et l'aléatoire de la vie d'un passager ou des passagers, il y a du récit et c'est ce qui m'a paru d'une grande originalité. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais également aussi remercier l'Université Paris-Est, d'abord pour organiser ce prix et ensuite pour m'avoir accueilli pendant ces 3 années et quelques de thèse.
toute l'équipe, en tout cas tous les membres de l'université à qui j'ai eu affaire pendant ces 3 années ont toujours été prêts à répondre à mes questions et à m'aider, et pour cela, je leur en suis très reconnaissant. Donc, je suis Vincent Benezech, j'ai effectué ma thèse au laboratoire Ville Mobilité Transport sous la direction de Fabien Laurent. Je vais peut-être passer juste voilà, pour montrer en haut. Donc, il s'agit d'une unité mixte de recherche, ce qui implique la multiplication des logos. Donc, ce laboratoire donc, qui s'occupe des questions de mobilité, et plus généralement de tout ce qui se passe en milieu urbain. J'y suis arrivé après avoir effectué des études de mathématiques et plus particulièrement de probabilité, ce qui explique l'angle d'approche dans cette thèse. Donc modélisation stochastique, ce qui signifie modélisation probabiliste, mais pour une raison qui m'échappe, le mot consacré c'est rester stochastique et non pas probabiliste. Voilà, donc l'idée de cette thèse, c'est vraiment de modéliser la qualité de service. Donc, on regarde essentiellement les milieux urbains. C'est un choix qui a été fait dès le début, mais c'est aussi le choix de caractériser les milieux urbains par rapport aux autres milieux et de voir qu'est-ce qui est différent entre les deux. Donc, la qualité de service, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est de dire un trajet entre un point A et un point B, c'est pas uniquement représenté par son temps de trajet. Un passager qui va un voyageur qui va vouloir se déplacer de son domicile à son travail ne va pas uniquement regarder le temps de trajet pour savoir que faire. Il va considérer énormément d'autres éléments, donc qui sont rajoutés ici. Donc évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Elle constitue ce qui est considéré à un moment ou à un autre dans ma thèse. Donc on a par exemple, avant de commencer à être dans le système de transport en commun, il y a un problème d'accès au réseau qui est de manière générale déterminant pour l'utilisation des transports en commun et qui mérite pour cette raison d'être inclus. Donc on a toutes les problématiques de temps d'attente avec les irrégularités qui impactent ce temps d'attente, les problématiques liées au temps de trajet, au confort, les correspondances et enfin la diffusion à partir de la station finale. Donc toutes ces problématiques sont assez bien connues, sont identifiées par la communauté de transport qui s'intéresse à ces questions. L'idée ici, c'était d'utiliser un objet, donc les variables aléatoires, qui permettent de reproduire qu'est-ce qui n'est pas déterministe, d'où proviennent les aléas dans toutes ces caractéristiques de la qualité de service, et de l'introduire de façon consistante et de faire un cadre général qui puisse ensuite permettre de répondre à des questions que les communautés de transport peuvent se poser. Donc les objectifs de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la qualité de service et pourquoi est-ce qu'on veut en savoir un peu plus sur ce qui se passe en termes d'aléas dans ces modèles. Il y avait 3 objectifs principaux. Le premier, qui est assez terre-à-terre, c'est d'avoir des indicateurs de qualité de service qui soient plus représentatifs. Donc ça, c'est une question qui revient régulièrement dans les journaux, sur lesquels se querellent les autorités organisatrices des transports telles que le STIF avec leurs opérateurs. C'est comment représenter le plus fidèlement possible ce que les passagers vont subir, ou disons, quelle expérience ils vont faire du réseau de transport en commun. Donc, puisqu'on avait avant des indicateurs du genre le nombre de trains avec plus de 5 minutes de retard à l'arrivée, qui était très loin de représenter la réalité de ce qu'une personne qui se déplace tous les jours peut avoir. Le deuxième élément, c'était de compléter les modèles de choix et les modèles de prévision de trafic, donc qui sont essentiels lorsqu'on veut planifier un projet ou quand on veut introduire des modifications dans un réseau de transport en commun. Il faut avoir une idée de quel impact ces modifications vont avoir sur la fréquentation du réseau. Et l'idée, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on peut adapter les différents modèles de choix en introduisant l'aléa à l'intérieur. Et enfin, la dernière chose qui est apparue un peu au cours de la thèse, c'est de voir est-ce que ça ne modifie pas les méthodes de valorisation socio-économique des projets qu'on a. Donc pour savoir si un projet est viable ou non pour la société, l'idée c'est de mettre en regard des coûts les bénéfices attendus. Et donc les bénéfices attendus, c'est les gains de temps de trajet, les gains de confort, etc. Toutes ces qualités sont mesurées et on a des méthodes pour les valoriser en euros, hein, évidemment, pour les mettre en regard des coûts. Mais l'idée, c'est de voir est-ce qu'une modélisation plus précise des aléas des passagers ne peut pas modifier ces méthodes de valorisation. Donc, juste pour donner un exemple de ces modifications, l'idée, c'est de regarder confort et irrégularité en transport en commun. Donc, confort d'un côté, irrégularité d'un autre côté, c'est des choses qui sont très bien étudiées. On a une assez bonne idée on sait que si c'est moins confortable, les gens ils vont moins se déplacer, si c'est plus irrégulier, ils vont moins se déplacer. On a relativement quantifié ces deux phénomènes. Et l'idée, c'était avec cette nouvelle modélisation, en fait, c'est qu'on peut regarder les deux. L'idée derrière, c'est que quand il y a de l'irrégularité, il y a une sorte de double peine qui s'établit pour les voyageurs, à savoir, si vous attendez votre train plus longtemps que ce qui est normal,
à ce moment-là, vous n'êtes pas le seul, et du coup, dans le train dans lequel vous allez monter, il risque d'être blindé. Donc, on n'a pas du tout des deux phénomènes qui sont indépendants. On va avoir une corrélation très forte entre les deux qui, elle, n'est jamais prise en compte dans la modélisation. Donc, si jamais vous diminuez l'irrégularité, en fait, les bénéfices pour les voyageurs, ils seront plus grands. Et inversement, si vous avez un problème sur la ligne, l'impact sur les voyageurs, il sera également plus important. Donc, l'idée, c'est de dire, un voyageur, ce n'est pas un train, à savoir... Mais c'est quelque chose qu'il faut répéter à de nombreuses reprises quand on parle avec des opérateurs, par exemple. Hein. De compter les trains, ce n'est pas la même chose que compter les voyageurs, vu qu'il n'y a pas le même nombre de personnes dans chaque train. Et que le problème, c'est que justement, quand on fait une moyenne sur les voyageurs, en leur demandant combien de personnes il y avait dans votre train, ils vont avoir tendance à répondre énormément, non pas parce qu'ils sont biaisés, mais parce que justement, ce sont des voyageurs. Donc ils vont se trouver, par définition, dans les trains où il y a le plus grand nombre de voyageurs. Donc, pour essayer de montrer ceci, donc ici, on a regardé, alors c'est peut-être, oui, si on voit quand même. Donc à gauche, c'est le temps de trajet entre Nation et Aubert. Donc c'est des exemples, normalement, que vous connaissez vu que vous êtes arrivé jusqu'ici, à savoir sur le RER A. Combien de temps on met en moyenne, enfin pas en moyenne, donc quelle est la distribution des temps de trajet entre Nation et Aubert en fonction de l'heure de départ de la gare de Nation. Donc si vous arrivez à Nation entre 7h et 7h30, tout se passe à peu près bien. Vous avez donc la barre épaisse représente la médiane, donc la moyenne à peu près, et ensuite vous avez la dispersion qui est représentée par l'écart entre le plus haute valeur et la plus petite valeur. Donc on voit qu'au cours de la journée, enfin au cours de la matinée plutôt, les choses se dégradent et qu'il vaut mieux partir entre 7h et 7h30 qu'entre 8h30 et 9h, ce qui évidemment n'est pas possible pour tout le monde. Donc ça c'est le premier effet, c'est l'effet irrégularité qui frappe les voyageurs, et en fait avec cette modélisation, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on peut regarder la corrélation entre cet effet irrégularité et cet effet confort. Donc maintenant, on calcule pour cette distribution des temps de trajet et cette distribution des temps d'arrivée des trains, on calcule le nombre de passagers dans chaque véhicule. Donc, on peut regarder ça de deux façons. Soit on fait une moyenne par train, ce qui est la barre grise dans le graphique de droite. Donc, on regarde chaque train, on regarde combien de passagers dans ce train et on en fait la moyenne. Ça fait une barre grise et c'est ce que va vous dire la RATP quand vous lui demandez combien il y avait de passagers en moyenne. Le problème, c'est que il y a beaucoup plus de voyageurs dans les trains les plus importants, dans les trains les plus remplis, et donc ces voyageurs, ils comptent beaucoup plus ces trains comptent beaucoup plus que les autres. Donc la moyenne ressentie par un voyageur, elle va être supérieure. C'est ce qui est représenté par la barre rouge ici. Et donc le même effet, il s'observe. Plus le service va être irrégulier, plus le surplus ressenti par les voyageurs va être important. Et donc vous avez bien cette double peine, c'est une expression bien sûr, de plus vous avez d'irrégularité, plus vous avez de confort, et ces deux éléments doivent être pris en compte de manière non indépendante. Si vous voulez valoriser l'irrégularité, vous devez regarder les deux en même temps. Donc ça, c'est un exemple d'application. Donc de manière plus générale, il y a deux grandes questions qui traversent la thèse. C'est un, comment est-ce que l'introduction de l'aléa sous forme de variable aléatoire modifie les modèles économiques ou de comportements qui existent. Donc par exemple, quel est l'impact de irrégularité et confort sur le choix d'horaire de départ? Et on peut voir que l'irrégularité, non seulement elle force les gens à partir plus tôt pour prendre en compte l'irrégularité, mais elle peut aussi déplacer l'horaire de départ de certains passagers, puisqu'ils vont vouloir éviter les trains les plus remplis et partir à un horaire où, en moyenne, il y a moins de monde dans les trains. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est la question des données, qui est toujours extrêmement compliquée dans le domaine des transports, puisque ce ne sont pas des données encore publiques, en tout cas en France, et elles sont souvent très difficiles à avoir, et si on les a, elles sont de mauvaise qualité. Donc, la question des données dans la thèse, c'est d'abord, est-ce que mon modèle il est conforme à ce qu'on observe? C'est une première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir des données qui soient indépendantes des opérateurs ou des autorités organisatrices, de façon à pouvoir effectuer le travail sans travailler sous la direction, disons, d'un opérateur ou d'une autorité organisatrice. Donc ça, c'est un travail que je continue maintenant et qui est d'ailleurs au LVMT, plusieurs personnes travaillent dessus. Donc ces autres sources de données auxquelles on peut penser, c'est par exemple donc, les données de validation qui sont très riches
et qui permettent de faire énormément de choses, mais le problème c'est qu'encore une fois, il faut travailler avec les autorités organisatrices. Donc on a aussi travaillé avec les données de téléphonie mobile, à savoir les traces GPS laissées par les téléphonies mobiles, qui permettent d'avoir beaucoup d'informations sur la qualité de service. Mais l'exemple un peu plus anecdotique, mais sur lequel je travaille et qui j'espère arrivera à donner des choses, c'est d'utiliser le nombre de tweets qui comprennent un certain hashtag au cours de la journée. Donc pour expliquer ce qu'on cherche à faire, ici on a un exemple très simple. Donc pour 2 journées consécutives, on regarde la densité des horaires de tweets qui comprennent le hashtag RERA. Donc la densité, c'est proportionnel au nombre de tweets. C'est juste pour ramener ça sur une échelle commune. Et donc, sur le jour de gauche, on a un jour, disons, normal, où les tweets, il y a un pic aux alentours de 9h, qui est l'heure de pointe du matin, et un autour du soir. Et caractéristique des transports, c'est toujours plus important. Hein. Il y a toujours plus de problèmes le matin que le soir, parce que le matin, c'est très concentré, alors que le soir, c'est plus dilué. Donc là, disons qu'à gauche, on a un jour normal, et à droite, on va avoir un jour à problème, et on le voit très bien, puisque le pic le plus principal, il se situe ni le matin ni le soir, mais aux alentours de 13h. Donc à 13h, pour une raison qu'on ignore, mais qu'on suppose être qu'il y avait quand même des gros problèmes, un nombre de gens suffisamment important à envoyer un tweet qui comporte le hashtag RERA, ce qui permet de repérer un éventuel incident sur la ligne. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'analyser plus finement ces tweets, de regarder pas seulement les hashtags, mais également ce qu'il y a à l'intérieur, avec des analyses textuelles, pour voir si on ne peut pas avoir un peu plus d'informations. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Bien, Merci Geneviève, merci à tous et toutes nos félicitations aux 4 lauréats. Et je passe la parole à Laurent Gautron pour la section Sciences et Santé. Oui, donc bonjour à tous. Donc oui, moi je me suis un peu plus occupé du jury Sciences et Santé. Donc évidemment je vais remercier les participants à ce jury. Alors d'abord les personnes un peu extérieures, hein, Hélène Dumontet, hein, qui est professeure à Pierre et Marie Curie, donc plutôt en mécanique, ingénierie des solides et structures. Michel Casser, hein, qui est venu d'Yverdon, hein, en Suisse. Alors lui, il vient de l'IGN et plutôt professeur de géomatique. Il vient d'une école d'ingénieurs à Yverdon. Et puis aussi, bien sûr, les 3 directeurs d'école doctorale, hein, donc Denis Duhamel pour l'école doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement, Benjamin Jourdain pour mathématiques et STIC, et puis José Cohen pour Sciences de la vie et de la santé. Alors, puis en dernier, évidemment, je remercie le président du jury, hein, Franck Paccard. Je vais lui laisser la parole dans quelques secondes. Juste le présenter très rapidement, je ne vais pas y passer trop de temps. Donc, il est directeur de l'enseignement et de la recherche à l'École Polytechnique. Donc, sa discipline, c'est les mathématiques. Hein. Il est professeur de mathématiques. Il a rejoint l'École Polytechnique en 2010. Alors, il a quand même un lien ancien avec notre université Paris-Est, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, puisqu'il a été professeur à l'UPEC, hein, enfin c'était Paris 12 à l'époque. Il a été directeur d'école doctorale aussi, bon, plein d'autres choses. Hein. Il a été aussi au ministère, il a notamment participé à la mise en place de l'Institut national des sciences mathématiques. Donc voilà, donc je voulais remercier tous les membres du jury et remercier aussi particulièrement Monsieur Paccard, hein, pour tous les débats constructifs, hein, qu'il y a eu, et tout le travail aussi, tout le temps consacré à ce jury. Donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir. Alors j'ai remarqué que sur l'emploi du temps, il n'y avait pas d'heure de fin, donc j'ai le temps que... voilà. Donc ça, c'est fait. Moi, c'était un grand honneur de présider ce jury. Donc, moi, je connais le campus, donc je ne me suis pas perdu en venant. Hein, mais bon, j'ai remarqué quand même que quand je suis revenu, il y avait énormément de choses qui avaient évolué sur le campus. Hein, donc ça, c'est... il y a pas mal plein de bâtiments que je ne connaissais pas. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux bâtiments. Hein, quand le bâtiment va, tout va. Et voilà. Et donc pour en venir au jury,
Alors le jury s'est extrêmement bien passé, hein, parce que j'avais un petit peu peur que en fait, les différents membres du jury ne soient pas vraiment d'accord, etc. Donc il y a eu quelques discussions sur quelques cas qui étaient un petit peu ex aequo, mais nous avons été un petit peu plus durs, c'est-à-dire que nous n'avons pas fait d'ex aequo. Et puis on a vraiment été impressionnés par la qualité des travaux. Hein. Donc moi, je pense que le doctorat a beaucoup changé. Moi, quand j'ai fait une thèse il y a malheureusement très longtemps, alors déjà, les doctorants à l'époque n'avaient pas de bureau, donc ça, c'était bien, parce qu'on pouvait travailler où on voulait, enfin dire à son directeur de thèse qu'on travaillait, et puis voilà. Et que maintenant, j'ai compris que c'était plutôt tout à fait le cas. Et donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, et en fait, on a admiré vraiment la maturité des doctorants et des travaux qui sont faits, et le professionnalisme qui est des travaux. Donc, on a eu quand même des dossiers de très grande valeur. Mais assez rapidement, on a réussi à distinguer un certain nombre de dossiers, notamment des dossiers qui faisaient je dirais un équilibre entre des travaux plutôt théoriques et puis aussi qui faisaient un petit peu attention à la valorisation des travaux et aux applications. Hein. Donc c'est un petit peu ce qui nous a guidés. Et on ne s'est pas, nous ne nous sommes pas engueulés, je crois. Enfin, non, je crois pas. Non, ça a été relativement calme. Bon, le fait que je sois dans un établissement militaire fait que c'est pas... bon, voilà. Vous comprendrez. Voilà, donc je vais présenter très rapidement les lauréats. Hein. Enfin, je dois dire aussi que c'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien le prix de thèse. En fait, j'étais encore à Paris 12, ça s'appelait Paris 12 à l'époque, quand il y a eu le premier prix de thèse, je crois, de Paris 12. Et je pense que c'est une excellente idée et que ça met en valeur un petit peu les travaux des doctorants. C'est vraiment très bien. Donc, je crois que le premier lauréat, c'est Guillaume Perrin. Et donc, qui est actuellement ingénieur en mécanique probabiliste au CEA. En fait, on l'a sélectionné pour sa contribution à la quantification d'incertitudes, pour l'identification de processus stochastiques. Donc là, on retrouve l'aspect stochastique que nous avons appris il n'y a pas longtemps, à partir d'un faible nombre de données expérimentales. Alors évidemment, dit comme ça, c'est assez compliqué, mais finalement, quand on regarde un petit peu, quand on regarde le titre de la thèse, on ne comprend pas beaucoup plus, en fait, hein, parce que c'est marqué « Variabilité spatiale et temporelle de la géométrie des voies ferrées françaises ». Donc, je vois voies ferrées françaises, c'est bien, ça. Bon, après, je ne savais pas qu'elles avaient une géométrie. Mais en fait, après, on apprend que enfin, vous allez nous expliquer ça, hein, c'est un problème très, très concret, si on a bien compris, qui est que, en fait, les trains à grande vitesse, tout a été fait, le réseau ferré a été fait pour qu'il y ait des trains à grande vitesse français qui roulent sur les voies ferrées françaises, c'est ça. Et donc, le problème est de savoir qu'est-ce qui va se passer quand nous aurons des trains à grande vitesse des autres pays européens qui vont passer sur les voies ferrées qui n'ont pas forcément été, faites pour des trains que nous aimons bien, hein, mais qui sont étrangers quand même. Voilà. Et donc, en fait, Guillaume a fait tout un travail de modélisation. Donc, il est parti vraiment du problème initial. Il a fait tout un travail de modélisation assez compliqué. Et il a trouvé des solutions innovantes sur ce problème. Et ce qui nous a plu, c'est qu'il a réussi vraiment, les rapports de thèse le soulignaient, qu'il a réussi à traiter vraiment tous les aspects du problème, et notamment les aspects pratiques. Donc vraiment, il est parti du problème, il l'a modélisé, il a tout été... Enfin, je sais pas. Hein. Voilà, c'est ce qu'on... voilà. Et alors, cerise sur le gâteau, en fait, ce qui nous a aussi plu, c'est qu'un des rapporteurs a souligné le fait qu'il avait fait preuve d'une grande lucidité sur les avantages et les limitations des différentes approches qu'il avait implémentées. Donc ça nous a, pour un ingénieur, pour une thèse en ingénierie, ça nous a paru vraiment un point très positif. Voilà. Donc je vais vous remettre le parchemin. Alors évidemment, je n'ai pas de cette couleur, donc j'ai une chance sur 4. Ah bah voilà. Voilà. Donc, voilà. Et puis on va vous Donc, merci beaucoup pour cette introduction très chaleureuse. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mes travaux de thèse qui concernaient l'identification des propriétés statistiques de champs aléatoires
donc pour la caractérisation du comportement dynamique des trains à grande vitesse. Donc ce travail que je poursuis donc maintenant, enfin thématique d'études que je poursuis en ce moment donc au CEA, comme a été dit en introduction, donc dans l'équipe analyse et quantification des incertitudes. Donc ce travail de thèse aura fait l'objet d'une triple collaboration entre les laboratoires donc Navier avec le professeur donc Denis Duhamel, laboratoire de modélisation et simulation multi-échelle donc le professeur Christian Soise, et le département innovation et recherche de la SNCF avec Madame Christine Fumschilling, et aura été cofinancé donc par SNCF d'une part et par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Donc trois grandes motivations. On peut citer trois grandes motivations donc, pour ce travail de thèse. Donc d'abord, comme on a été présenté, dans une perspective de certification des nouveaux trains, donc le monde ferroviaire s'interroge actuellement sur la capacité que pourrait avoir la simulation, donc le calcul numérique, à pouvoir donc, on va dire compléter, enrichir, voire remplacer dans certains cas tout ou une partie des processus de certification qui sont pour le moment exclusivement basés sur des mesures expérimentales. Ainsi, donc formulé autrement, ça pourrait se dire, est-ce qu'avec les méthodes numériques, on pourrait explorer l'ensemble des conditions de circulation qu'un train pourrait rencontrer pendant toute sa durée de vie. Donc, par ailleurs, donc, face à l'arrivée potentielle donc, de trains aux propriétés mécaniques différentes, donc, particulièrement donc, les trains étrangers, donc, SNCF est intéressé aussi par le développement de méthodes numériques permettant de comparer le comportement mécanique de ces trains différents et en particulier de comparer et de quantifier leur agressivité vis-à-vis des géométries, vis-à-vis du réseau national et de la géométrie des voies. Et enfin, donc, dans une perspective aussi d'optimisation de la maintenance, SNCF est également intéressé par le développement d'outils numériques permettant donc de programmer davantage les opérations de maintenance, non plus vis-à-vis donc de critères purement géométriques, comme c'est le cas actuellement, donc en regardant les voies, mais en essayant de se concentrer sur la réponse, donc le comportement du train, donc en se focalisant vraiment sur ce qui est ressenti par les voyageurs et ce qui est, on va dire, le plus important. Donc j'ai marqué. Voilà. Donc, pour ce faire, donc, on va avoir besoin d'être capable, avec la méthode numérique, d'identifier ce qu'on va appeler donc, les enchaînements de défauts, les enchaînements d'irrégularités, qui seront effectivement les plus problématiques du point de vue donc, du comportement du train. Et en parallèle, il va falloir aussi être capable de pouvoir quantifier donc, la dégradation progressive donc, des qualités de géométrie entre plusieurs opérations de maintenance, afin de pouvoir regarder et on va dire, accentuer cette maintenance. Ce qui fait que quand on regarde ces trois objectifs, on se rend compte que pour pouvoir y répondre, on va avoir besoin d'une analyse précise, on va dire du lien spécifique entre géométrie des voies et leur variabilité, et donc comportement dynamique des trains, et donc mécanique non linéaire vibratoire. Et donc c'est vraiment donc, à cette interface que s'est situé ce travail de thèse. Donc sans rentrer dans les détails, je dirais que pour y répondre, donc, nous avons proposé donc, une réponse en trois étapes, où en premier lieu, donc, on a essayé de mesurer cette variabilité de la géométrie de la voie. Alors ce que l'on entend par géométrie de la voie, c'est effectivement donc, une double échelle de description, avec d'un côté donc, la voie théorique, la voie parfaite, qui serait constituée uniquement de lignes droites parfaites, de courbes parfaites, donc sans défaut, et qui serait caractérisée par des propriétés destinées une fois pour toutes à la construction d'une nouvelle ligne. Et par opposition, donc, on a la voie réelle, qui elle va être entachée d'un certain nombre de défauts, d'irrégularités de géométrie, principalement dues à l'interaction avec le véhicule, mais également aux intempéries, aux conditions climatiques, aux mouvements de sol, etc. Ce qui fait que pour pouvoir mesurer donc, cette variabilité, donc, il convient d'aller mesurer donc, cette double échelle de description sur l'ensemble du réseau ferré grande vitesse nationale. Donc une fois qu'on a fait ces différentes mesures et qu'on a post-traité pour pouvoir les utiliser, donc la seconde étape aura été donc, la modélisation de cette variabilité de la géométrie. Et donc, pour ce faire, nous sommes placés dans le cadre des probabilités, en considérant donc, cette géométrie à double échelle comme un champ aléatoire vectoriel. Et en raison donc, du lien spécifique entre donc, dynamique du train et évolution, cinétique d'évolution des défauts de géométrie, donc, ce champ aléatoire est extrêmement complexe, donc il est non stationnaire, non gaussien, de très grande dimension statistique, ce qui fait que ça a demandé le développement d'un grand nombre de méthodes, on va dire spécifiques, pour pouvoir identifier les propriétés statistiques de champ aléatoire à partir des mesures effectuées donc, sur le terrain. Et donc une fois qu'on a mesuré et donc modélisé ces différentes, donc cette variabilité de la géométrie de la voie, la troisième étape aura été de propager cette variabilité, c'est-à-dire, on va dire,
quantifier l'influence de cette variabilité en entrée, donc des défauts, sur la réponse et donc le comportement non linéaire du train, qui est un comportement extrêmement complexe, pour pouvoir revenir donc à une réponse pragmatique, donc on va dire concrète, vis-à-vis des 3 problématiques précédemment introduites. Donc en conclusion, donc pour ce travail, je dirais que cette thématique donc a permis donc un certain nombre de contributions scientifiques dans le cadre de l'identification de champs aléatoires complexes, mais également dans l'analyse probabiliste des structures non linéaires. Et enfin, je dirais que ces différents travaux ont été pleinement intégrés par les différentes équipes d'ingénierie de la SNCF et sont tout à fait intégrés dans les réflexions actuelles de modification des processus de certification au niveau européen des nouveaux trains, mais également d'optimisation des politiques de maintenance. Donc j'en ai fini pour ma présentation, puis je vous remercie pour votre attention. Vraiment très bien. Bon. Voilà. Alors, donc dans une autre école doctorale, l'école doctorale MSTIC, nous avons distingué le travail de Pierre Youssef, qui est postdoctorant à l'Université d'Alberta. C'est ça? Voilà. Vous faites quoi là? Vous travaillez sur les gaz de schiste là-bas. Voilà. Et en fait, donc, Pierre Youssef a fait un travail fondamental sur l'analyse en grande dimension et les matrices aléatoires. Donc, en fait, il a été très courageux, hein, moi je trouve, en tant que mathématicien, je trouve qu'il a été très courageux parce qu'en fait, il s'est attaqué à ce qu'on appelle des problèmes classiques, c'est-à-dire des problèmes qui ont déjà été travaillés par des grands mathématiciens, et notamment un mathématicien qui a eu la médaille Fields, donc il s'appelle Jean Bourgain, mais néanmoins, il s'est quand même attaqué à ces problèmes-là, et il a réussi à faire des avancées importantes sur ces problèmes, qui consistent, par exemple, alors là ça va devenir un petit peu compliqué, mais enfin bon, voilà. Donc en fait, il s'est intéressé aux matrices de grande dimension. Donc les matrices, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce que c'est qu'une matrice, c'est un tableur Excel, mais très grand en fait, voilà, avec beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes, et avec plein de chiffres partout. Et en fait, l'idée c'était de récupérer un sous-tableau finalement qui aurait certaines propriétés mathématiques, des bonnes propriétés mathématiques. Et alors, ce qui nous a particulièrement impressionné, c'est qu'il a réussi à donner, il y a des théorèmes un petit peu abstraits là-dessus et des résultats un petit peu abstraits, mais il a réussi à trouver des algorithmes déterministes qui permettaient de faire ces extractions de sous-matrices, de grandes matrices. Et ces algorithmes peuvent être implantés sur, des ordinateurs. Hein. Donc, c'est des travaux qui ont des applications en mathématiques, hein, ce qu'on appelle l'analyse harmonique, ou ce qu'on appelle aussi la géométrie des espaces de Banach. Donc ça c'est un petit peu, voilà. Donc géométrie, ça va. Banach, c'est un grand... Voilà, comment ça vous fait rire, Banach. Banach, c'est un grand mathématicien, qui est très connu des mathématiciens. C'est un grand mathématicien polonais qui a révolutionné... ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, qui est maintenant utilisée, qui est un outil qui est utilisé pour résoudre des équations aux dérivées partielles, comme ça. Donc ça, il a fait des choses très importantes. Et en fait, il donnait lieu, je me souviens, on a découvert à l'École Polytechnique que dans les années 70, les cours étaient filmés. Donc déjà, c'était la période des MOOC, déjà, dans les années 70. Non, c'est parce que l'armée avait des caméramans, et donc en fait, ils filmaient les cours systématiquement. Donc on a redécouvert dans un KGB des cours de Laurent Schwartz, qui était un très grand mathématicien de l'époque. Et alors c'était très intéressant parce que donc on les a numérisés, maintenant ils sont disponibles, je peux vous donner l'adresse si vous voulez. Et alors Laurent Schwartz était bourré de tics, donc il n'arrêtait pas comme ça tout le temps. Et voilà, et en fait il faisait donc c'était des cours qui étaient en amphi devant les polytechniciens, et il faisait des blagues. Alors évidemment c'est des blagues entre... Voilà, hein. Bon, voilà, c'est des blagues entre Laurent Schwartz et puis voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et notamment, il avait une blague sur les espaces de Banach. Donc les espaces de Banach sont des espaces qui ont une propriété qui est d'être complets. Voilà, il y a une notion en mathématiques qui s'appelle la complétude. Et donc à chaque cours, Laurent Schwartz racontait toujours la même blague au même moment, etc. Donc on a plusieurs fois la même blague. C'est très intéressant. Et alors il disait, la dernière fois, non, je me permets de faire une parenthèse. Il disait, la dernière fois, je suis allé à Varsovie, et alors à Varsovie, il y a une place qui s'appelle la place Banach, parce qu'à Varsovie,
Banach est une figure emblématique. Et donc, j'ai pris le bus qui me menait place Banach et il était complet. Et, voilà, et ça faisait rire tout le monde. Enfin, voilà, oui. Voilà, donc en fait, les travaux de Pierre Youssef ont des applications à la géométrie des espaces de Banach. Et enfin, c'est pas pour ça que nous l'avons singularisé. On l'a singularisé pour justement les avancées qu'il a faites sur des problèmes difficiles qui avaient déjà été explorés auparavant, mais il a quand même réussi à trouver de nouvelles avancées et par le fait qu'il a pris soin de trouver de penser à l'aspect appliqué et à trouver des algorithmes pour implémenter ces résultats. Bon, bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Donc, je suis Pierre Youssef et je suis actuellement au Canada, en postdoc à l'Université d'Alberta. Et j'ai effectué ma thèse à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et le titre de ma thèse était Invertibilité restreinte, distance au cube et covariance de matrices aléatoires. Donc ça fait peur quand on lit ça. Du coup, je vais juste présenter un petit bout qui est la distance au cube. Et je vais essayer d'être le moins abstrait possible. Donc, et je vais essayer de vous convaincre en 5 minutes que les maths, ça sert beaucoup dans la vie. Donc, dans la vie de tout le monde, en fait, on rencontre des problèmes, on rencontre des gens, des objets, et on veut les comprendre. Donc, pour les comprendre, on essaie de les comparer. C'est le premier truc qu'on essaie de faire, de comparer les objets et de se ramener à un objet qu'on connaît. Donc, pour les comparer, on définit une certaine distance, et on se dit, oui, si cette distance elle est petite entre ces objets-là, alors ces objets-là, ils sont proches, et du coup, je peux les identifier. Donc la distance que vous connaissez, c'est juste la distance usuelle. Les objets, c'est 2 villes, disons. Et vous dites, si cette distance, elle est petite, du coup, ces 2 villes, elles sont proches, et du coup, je les identifie. Donc, par exemple, vous identifiez les banlieues de Paris avec Paris. Okay. Donc, si, par exemple, les objets que j'étudie sont les êtres humains, alors je peux définir une distance qui est la différence entre leur taille. Et du coup, je me dis, si cette distance, elle est petite, alors ces 2 personnes ont la même taille à peu près. Okay. Donc, les objets que j'ai considérés sont loin d'être usuels. Donc, c'est ce qu'on appelle les corps convexes en dimension n. Donc, en fait, ils peuvent être équivalents à des espaces de Banach de dimension n, mais je ne vais pas en parler des espaces de Banach, je vais juste dire des corps convexes qui sont des objets géométriques, en fait. Donc, j'en ai donné 2 exemples qui sont très simples. Donc, vous avez la boule. Donc, c'est vraiment la boule. Donc, c'est un ballon. Donc, c'est tous les points qui sont à une distance fixée, distance 1, disons, d'un centre, qui est l'origine. Et vous avez le cube, c'est l'ensemble de tous les points qui ont des coordonnées plus ou moins 1. Donc, ils sont compris entre des hyperplans. Okay. Donc là, j'ai vraiment dessiné en dimension 2. Donc, on vit dans un monde de dimension 3. Donc, il est très difficile d'imaginer qu'est-ce qui se passe en dimension supérieure. Mais moi, en fait, j'ai en tête que je travaille en dimension n, avec n très grand. Donc, 1 million, 1 milliard, très grand. Du coup, en fait, ça échappe à notre intuition. Pourquoi? Parce que si vous regardez là dans le carré, donc vous avez des points qui sont à distance 1 du centre, mais par contre, les sommets, ils sont à distance, donc en dimension 2, ils sont à distance racine de 2. Mais par contre, en dimension n, ils sont à distance racine de n. Du coup, ils sont super loin. Et du coup, si je veux représenter ceci, en fait, le cube, il ressemble plutôt à ça. Parce que j'ai des points qui sont super proches, des points qui sont super loin, des points qui sont super proches, des points qui sont super loin. Du coup, en fait, ça échappe vraiment à notre intuition. Mais bon, donc on va oublier ça, et on va se rappeler que le carré, c'est le carré. Okay. Donc, et on va essayer de définir une distance entre les objets géométriques. Donc, je vais vous donner un exemple entre le cube, donc le carré ici, et la boule. Donc, je prends un ballon, je le mets à l'intérieur de mon cube, et je le gonfle. Je le gonfle jusqu'à ce qu'il touche les bordures du carré. Okay, donc j'ai en fait mis le plus grand ballon que je peux mettre à l'intérieur de ce carré-là. Et puis je prends un autre ballon qui contient tout le monde. Okay, et après, je dis que la distance entre la boule et le carré, c'est juste le rapport de gonflement entre ces 2 ballons. Okay, donc si le cube il est vraiment coincé entre ces 2 ballons-là, ça veut dire que le cube et le carré ils sont proches. Sinon, ils ne sont pas proches. Okay, donc dans ma thèse, en fait, j'ai étudié la distance de n'importe quel objet géométrique au cube. Donc pourquoi on fait ça? Parce que le cube, on connaît. Okay, par contre, les autres objets géométriques, on ne connaît pas. Du coup, on veut se rapprocher de ce qu'on connaît. Et du coup, j'ai montré que la distance de n'importe quel objet géométrique au cube, elle est plus petite que 2n à la puissance 5/6. Et en fait, ça améliore des résultats
de mathématiciens célèbres comme Bourgain, Charek et Talagrand. Mais vraiment, la contribution essentielle, en fait, c'était la méthode, parce qu'elle reliait ce domaine-là à un autre domaine qui est un problème de sélection de colonnes. Et le problème est le suivant, en fait. Vous avez, donc ça, c'est une matrice, en fait. Donc la matrice, c'est juste, vous avez un tableau de données. Donc vous allez, par exemple, vous faites des statistiques, vous allez voir des gens et vous leur demandez est-ce que ce film est beau ou pas. Il faut le noter de 1 à 5, disons. Et vous regroupez ce que vous avez, des notes de 1 à 5 des films. Mais là, vous avez fait beaucoup de statistiques, vous avez regroupé beaucoup de données. Et vous n'avez pas envie d'implémenter tout ça sur l'ordinateur parce que ça prend beaucoup d'espace. Du coup, là, vous pouvez vous demander... Ah non, je suis allé trop vite. Donc là, vous pouvez vous demander 2 questions. Donc, enfin, plusieurs, mais bon, là, 2. Donc, premièrement, je n'ai pas envie de regrouper toutes ces données-là et de regarder tout. J'ai envie de réduire le nombre de données, mais j'ai envie de garder l'information totale. Si je savais que ces films-là sont bons, je veux garder que ces films-là sont bons. Donc, je veux réduire le nombre de données. Un autre problème que je peux étudier, c'est aller chercher un certain bloc qui a des propriétés spéciales. Disons, je veux chercher seulement les bons films, par exemple. Donc, j'ai travaillé, j'ai donné des algorithmes en fait, qui tournent autour de ces trucs-là. Et là, je sens que vous n'êtes pas encore convaincus que ça sert à beaucoup de choses. Du coup, donc, ah non, je suis allé trop vite encore. Donc, les applications possibles de ces trucs-là, en fait, donc un exemple, c'est l'imagerie numérique. Quand vous prenez une photo avec votre caméra, en fait, l'image, c'est juste un regroupement de pixels. C'est un tableau qui regroupe les pixels. Après, stocker l'image sur la caméra ou sur l'ordinateur, ça prend beaucoup d'espace. Et en fait, ce qui rend l'ordinateur rapide, ce qui rend la caméra rapide, c'est vraiment d'alléger cet espace-là. Et du coup, il faut sélectionner des pixels, les pixels qui comptent, disons. Okay ? Et du coup, mais en fait, si je réduis le nombre de pixels, mon image ne sera pas très bien. Okay ? Et là, il y a le problème inverse, c'est de reconstruire l'image initiale à partir des pixels que vous avez. Donc, encore très rapidement. Donc là, on reconstruit l'image. Et là, je profite de ça pour remercier mon directeur de thèse, qui est en chemise bleue, qui n'a pas pu être présent là, et mon comité de thèse. Et je remercie l'Université Paris-Est pour ces excellentes 3 années. Et merci à toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci. Donc la dernière école doctorale dans laquelle nous avions à décerner un prix, c'est l'école doctorale Sciences et Vie et de la Santé, c'est ça, Sciences et Vie de la Santé. Et alors là, nous avons distingué le travail de Grégory Franck, qui est actuellement postdoctorant au département de médecine cardiovasculaire de l'université d'Harvard. Et alors, comme c'est de la médecine, on va tout de suite comprendre de quoi ça parle, parce que vous allez voir, parce que c'est plus des mathématiques maintenant ou de la mécanique. Mais donc en fait, il a travaillé sur l'altération du développement endothélial dans les anévrismes de l'aorte abdominale. Alors, en fait, c'est un problème qui est important en médecine, et il a réussi à démontrer quel était le rôle des cellules endothéliales dans la physiopathologie des anévrismes. En fait, c'est vraiment il a fait un très beau travail, un travail scientifique extrêmement bien construit, et on a vraiment été impressionné par la qualité du travail. On a aussi été impressionné par les photos, parce qu'il y avait des photos un petit peu bizarres, quoi. Des anévrismes de comment ça s'appelle, guinea pig, c'est des hamsters ou des trucs comme ça, oui. Mais enfin, c'est pas très bon, quoi. Ils n'étaient pas en bon état. Et voilà, donc ça nous a aussi impressionnés. Mais néanmoins, donc avec des belles photos couleurs, on lui a décerné le prix. Alors, je crois qu'il n'est pas là, hein, donc je crois qu'il il a enregistré une vidéo, pour nous expliquer. Nous, on avait les mêmes photos, mais en couleur, quoi, hein. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Franck et j'ai pu travailler en tant que doctorant pendant 5 ans sur un projet mêlant biologie et médecine, un projet qui s'est intéressé à la physiopathologie d'une maladie des vaisseaux, une maladie grave, l'anévrisme, et particulièrement l'anévrisme de l'aorte abdominale. Et nous sommes intéressés à l'impact d'une couche cellulaire interne tapissant les vaisseaux appelée l'endothélium sur cette maladie.
Alors, ce projet a été initié en 2008 sous la direction de Marianne Gervais-Torel et du professeur Eric Allaire au laboratoire 7054 CNRS à Créteil. Et je vais tenter par cette vidéo d'en résumer les principaux points. Un anévrisme est la dilatation d'un vaisseau sanguin touchant particulièrement les artères et conduisant à leur rupture. Plus particulièrement, les anévrismes de l'aorte abdominale représentent la 3e cause de mortalité cardiovasculaire des pays occidentaux et pas moins de 12 000 décès annuels recensés en Europe. Les traitements actuels utilisés pour soigner ces anévrismes de l'aorte abdominale sont coûteux et comportent des risques de mortalité périopératoire importants. C'est donc dans ce contexte que l'unité CNRS à Créteil tente depuis plus de 10 ans maintenant de développer de nouvelles approches thérapeutiques à travers la thérapie cellulaire, génique ou à travers des approches pharmacologiques pour soigner les anévrismes sans effet secondaire. Classiquement, une artère est composée de 3 couches principales, l'adventice en périphérie, la média, couche intermédiaire composée de cellules musculaires lisses, et l'intima, couche interne au contact avec le sang. L'intima est composé essentiellement de cellules endothéliales, formant l'endothélium. L'endothélium possède des caractéristiques essentielles à la biologie des vaisseaux et notamment possède des propriétés antithrombotiques. A l'inverse, dans l'anévrisme de l'aorte abdominale, l'endothélium disparaît au profit d'une couche délétère à la paroi appelée thrombus. Ce thrombus est composé de très peu de cellules, mais représente un réservoir protéolytique et inflammatoire important, responsable de la dégradation des parois du vaisseau. L'atteinte ou la perte en endothélium sont des caractéristiques retrouvées dans de nombreuses pathologies cardiovasculaires. Or, dans les anévrismes, le rôle de cet endothélium et de sa perte reste inconnu. Nous avons donc émis l'hypothèse que la dysfonction ou la perte en endothélium pourrait conduire directement à la formation des anévrismes de l'aorte abdominale. Et pour valider cette hypothèse, nous avons posé 2 questions principales. Premièrement, est-il possible de restaurer un endothélium fonctionnel dans un anévrisme généré in vivo? Et deuxièmement, est-ce que ce rétablissement pourrait permettre de stabiliser la maladie? Afin de répondre à ces questions, nous avons utilisé un modèle de xénogreffe artérielle chez le rat. La xénogreffe artérielle consiste à transplanter une section sous-rénale de cobaye, décellularisée à l'aide d'un détergent, et cette opération conduit au bout de 2 semaines à la formation d'un anévrisme. Pour répondre à la question de la faisabilité du rétablissement endothélial, nous avons donc ensemencé des cellules endothéliales matures, préalablement isolées à partir du rat, et nous les avons ensemencées dans la cavité ou lumière de l'anévrisme constitué 2 semaines après la création du modèle. 4 semaines après la procédure, les anévrismes sont prélevés pour des études biochimiques et histologiques. Ici au centre, vous voyez la présence d'un anévrisme non traité avec une importante dilatation. À gauche, des coupes histologiques transversales montrent l'absence d'endothélium ainsi que la présence d'un thrombus luminal. A l'inverse, lorsque des cellules endothéliales sont injectées dans la lumière des anévrismes, nous observons 4 semaines plus tard une diminution du diamètre anévrismal. Ces anévrismes plus petits sont associés à un rétablissement endothélial, comme le montre le marquage en immunofluorescence en bas à droite, ainsi qu'à la formation d'une épaisse couche de cellules musculaires qui viennent en remplacement des cellules normalement présentes dans la média. La réparation endothéliale s'est également accompagnée d'une diminution des 2 processus majeurs impliqués dans la destruction des artères et la formation des anévrismes, à savoir l'inflammation et la protéolyse. Parallèlement, nous avons pu observer que les cellules injectées pouvaient survivre transitoirement à la frontière entre l'artère et la circulation sanguine, comme vous pouvez le voir ici en rouge sur cette photo à gauche. Ainsi, les cellules injectées pourraient agir comme un réservoir anti-inflammatoire pour limiter l'expansion anévrismale. En fait, l'injection des cellules endothéliales va favoriser la production et la libération par les cellules injectées comme par les cellules du tissu environnant de facteurs de croissance tels que le BFGF, ici représenté en vert sur cette coupe immunohistochimique d'anévrisme traité. Le BFGF est un facteur responsable de la prolifération et du regroupement des cellules musculaires lisses, qui sont des cellules essentielles au maintien des propriétés mécaniques du vaisseau et permettent sa réparation.
Si l'on raisonne en termes de transfert clinique maintenant, l'utilisation des cellules endothéliales matures va poser un certain nombre de problèmes, avec notamment leur accessibilité réduite et leur faible capacité proliférative en culture. De manière parallèle, l'utilisation des cellules progénitrices endothéliales, ou EPC, représente une alternative intéressante. Ces cellules circulent dans le sang en très petit nombre, mais possèdent des caractéristiques prolifératives et régénératives très importantes. Elles ont notamment la capacité de se différencier en cellules endothéliales matures, ce qui en fait un type cellulaire intéressant pour l'utilisation en thérapie cellulaire. Ainsi, des EPC ont été ensemencés également dans la lumière d'anévrisme constituée chez le rat, et nous avons pu observer que ces cellules possédaient un effet similaire en termes de reconstruction pariétale. À droite, 2 photos d'immunohistochimie montrent la reconstruction d'une paroi musculaire épaisse ainsi que la formation d'un nouvel endothélium. En conclusion de ce travail de thèse, nous avons pu montrer d'une part qu'il était possible de rétablir un endothélium in vivo et d'autre part qu'un endothélium rétabli permettait d'inhiber la formation des anévrismes chez le rat. Alors, ce rétablissement endothélial s'est accompagné d'une diminution de l'inflammation d'une part et de la protéolyse, qui sont 2 grandes caractéristiques de la destruction des vaisseaux responsables de la formation des anévrismes, mais également de l'augmentation et de la libération de facteurs de croissance responsables à l'inverse de la reconstruction du vaisseau. D'autre part, l'utilisation des EPC, ou cellules progénitrices endothéliales, semble être une alternative intéressante en termes de recherche, mais également une alternative clinique envisageable pour le traitement des anévrismes de l'aorte abdominale chez l'homme. Merci et félicitations aux 3 lauréats de cette section Sciences et Santé. Je vais demander à Madame Stéphanie Ursulet de bien vouloir nous rejoindre. Donc, comme Benoît Le Saff l'a dit tout à l'heure, le choix de l'Agence d'Écart-Développement de décerner un prix pour une thèse montre l'intérêt que peut prendre une agence telle que la vôtre aux travaux académiques, et nous vous en remercions. Donc, je vous laisse présenter les critères peut-être de choix qui ont présidé à cette désignation, et puis ensuite Hélène Béraud viendra nous présenter son travail. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens à excuser Gérard Reude qui souhaitait venir mais qui malheureusement ne peut pas en raison d'un emploi du temps un petit peu chargé sur ce début de fin d'année. Le prix des entreprises est remis par l'Agence d'Écart-Développement, donc là c'est la 3e année. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Agence d'Écart-Développement, très rapidement, alors moi vous allez comprendre tout ce que je dis, je vous rassure tout de suite. L'Agence d'Écart-Développement, c'est une agence de développement économique qui a notamment pour mission de promouvoir à la fois le territoire et surtout l'excellence académique afin de favoriser des collaborations avec notamment les entreprises et le monde de la recherche et du développement. Afin de promouvoir le développement économique local et permettre l'implantation d'entreprises. J'ajoute à ce sujet que les 3 éléments sur lesquels l'agence est amenée à communiquer en termes d'attractivité, c'est effectivement la force du tissu académique de recherche et de formation, avec comme support Université Paris-Est, qui est un des partenaires essentiels de l'agence, ainsi que la fonction démonstrateur pour l'élaboration, la mise en œuvre d'un quartier d'affaires sur le territoire. Et par rapport à UPE, je tiens à remercier Frédéric Pigère pour le travail accompli et le soutien qu'elle nous a apporté dans l'organisation de ce prix. Comme il s'agit d'un prix entreprise, je vais vous dire rapidement qui étaient les membres du jury. Donc Gérard Reude, évidemment, en tant que président de l'agence, était président de ce jury. Il y avait également Charles-Henri Etévé, qui est directeur du centre nord-est de Veolia Eau, basé à Noisiel. Philippe Blanchard, directeur d'IE Conseil, qui est un bureau d'études thermiques et énergétiques basé à Croissy-Beaubourg. Benoît Point, qui est le dirigeant de l'atelier Sagacité, qui est un atelier d'études urbaines basé à Champs-sur-Marne. Et Étienne Devancet, qui est dirigeant de Cap Environnement, qui est un bureau d'études en qualité de l'air et environnement atmosphérique basé à Nogent-sur-Marne. Donc il s'agit d'entreprises qui sont dans le secteur green, entre guillemets, parce qu'on est sur des logiques de ville durable. Il s'agit de thématiques que les acteurs du territoire souhaitent mettre en avant.
Alors, comme le jury n'est pas académique, ce n'est pas sur des critères de méthodologie qu'il s'appuyait, d'autant que la qualité des dossiers rendait cet exercice extrêmement difficile. Ce que le jury a noté, c'est à la fois l'intérêt et l'originalité des travaux d'Hélène Béraud, parce que la question de la nécessité de traiter des volumes importants de déchets en cas d'inondation fait appel à la notion de gestion des risques. Et lorsqu'on parle de développement durable, on est sur une thématique qui, évidemment, prend toute son importance. Donc il faut évacuer rapidement les déchets afin de limiter leur impact sanitaire ou environnemental et surtout permettre une reprise des activités la plus rapide possible. Et on comprend que cet enjeu, en région parisienne, est particulièrement important. Ça nécessite donc, et les travaux d'Hélène Béraud l'ont montré, d'anticiper sur les dysfonctionnements qui peuvent se produire et travailler sur la résilience des services en cas de crise majeure. L'autre intérêt également de ces travaux, parmi tous ceux qui existent, mais je pense qu'elle nous en dira plus tout à l'heure, c'est que sa méthodologie propose des solutions qui sont envisagées à large échelle. Ce n'est pas juste au niveau d'une commune ou à l'endroit où on constate ce genre de désordre qu'il faut agir, mais bien à une échelle plus large, départementale, régionale. Et ça nécessite la mutualisation, mais aussi la solidarité entre les territoires, et c'était une dimension que les membres du jury ont notée. Donc, en remettant ce prix, l'agence souhaite naturellement saluer le travail qu'a mené Hélène Béraud, mais surtout contribuer à sa diffusion. Donc, au nom de Gérard Reude, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix entreprise de l'Agence des cartes développement. Toutes mes félicitations. Je vous laisse. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc, d'abord, je suis Hélène Béraud. Après avoir fait ma thèse sur la gestion des déchets en période de crise, je termine actuellement un postdoctorat sur les enjeux territoriaux de la gestion des déchets en période normale. Donc, j'ai mené cette thèse au sein de l'équipe Génie urbain, qui était à l'époque membre du LISU et qui est actuellement membre du Lab Urbain, sous la direction de Gilles Hubert et de Bruno Barocca. Et l'objectif de cette thèse, c'était de contribuer à l'étude de la résilience des territoires urbains à travers le prisme d'un service technique urbain qui a été jusqu'à présent peu étudié, le service de gestion des déchets. La résilience, nous avons défini la résilience comme la capacité des territoires urbains à retrouver un fonctionnement acceptable après la crise et à faire preuve de capacité, d'adaptation et d'apprentissage. Donc pourquoi travailler sur le service de gestion des déchets ? Le service de gestion des déchets, nous montrons dans cette thèse qu'il a un enjeu stratégique pour la post-catastrophe. En effet, comme tous les autres services techniques urbains, il peut être perturbé par l'inondation, c'est-à-dire ses infrastructures, le matériel peut être inondé. Mais en plus, le service de gestion des déchets a la caractéristique d'avoir à gérer en post-crise une quantité de déchets beaucoup plus importante qu'en période normale. En effet, lorsqu'une inondation survient, l'ensemble des objets, des biens qui auront été inondés vont se transformer en déchets. Et donc, le service de gestion des déchets va avoir à traiter une quantité de déchets très importante, de l'ordre de 1,5 à 3 années de collecte de déchets normaux. Et en plus, ces déchets sont des déchets nouveaux, car ils sont mouillés, mélangés, voire pollués. Donc, le service de gestion des déchets apparaît comme inadapté pour prendre en charge ces déchets. Or, ce qu'on met en évidence, c'est qu'une mauvaise gestion de ces déchets peut avoir un impact important pour le territoire en retardant la reprise d'activité des principales fonctions urbaines. Donc, nous mettons en évidence que le maintien d'un fonctionnement acceptable du service de gestion des déchets est stratégique pour les territoires urbains et donc qu'il faut essayer de permettre au service de gestion des déchets de faire face à cette production nouvelle de déchets et également à ces dysfonctionnements. Donc pour cela, nous proposons dans cette thèse, nous avons proposé une approche méthodologique pour diagnostiquer cette capacité à faire face que nous avons appelée résilience. Donc nous proposons une méthode de diagnostic de la résilience du service de gestion des déchets. Pour cela, nous avons une approche systémique. Nous considérons le service de gestion des déchets comme un sous-système du système urbain.
et donc que la résilience du service de gestion des déchets doit contribuer à la résilience du système urbain. La résilience du service de gestion des déchets, nous la définissons à partir de 3 leviers d'action qui doivent être questionnés successivement: la résilience cognitive, la résilience fonctionnelle et la résilience territoriale. La résilience cognitive, nous la définissons comme la capacité du service de gestion des déchets à connaître le besoin du système urbain en matière de gestion des déchets. En d'autres termes, à connaître le gisement de déchets post-inondation que le système urbain produira à la suite de l'inondation. Donc pour cela, nous avons construit une méthode tout à fait novatrice de quantification et de qualification des déchets post-inondation, méthode qui n'existe pas actuellement, qui permet de quantifier et donc de qualifier les déchets. Ensuite, une fois que l'on connaît le gisement de déchets post-inondation, il faut savoir si le service de gestion des déchets va pouvoir y faire face, va être dans la capacité de gérer ces déchets, alors que lui-même, il aura été impacté par l'inondation. Donc pour cela, nous proposons le deuxième levier d'action, qui est la résilience fonctionnelle, et qui peut être définie comme la capacité du service de gestion des déchets à faire face à ces dysfonctionnements et à ce nouveau gisement de déchets. Donc, cette résilience fonctionnelle, comment on travaille dessus? Nous proposons une méthode qui se base sur une méthodologie de la sûreté de fonctionnement qui est l'analyse fonctionnelle, qui nous a permis de décrire très précisément le fonctionnement du service de gestion des déchets en période normale, et ensuite de proposer une analyse des dysfonctionnements de manière inductive. Une fois que l'on sait si le service de gestion des déchets est capable ou non de faire face à ce nouveau gisement et aux dysfonctionnements, nous proposons, dans le cas où le service de gestion des déchets ne serait pas capable de faire face, de travailler sur sa capacité d'adaptation, c'est-à-dire sa capacité à aller chercher des moyens à l'extérieur pour faire face aux dysfonctionnements et aux gisements nouveaux de déchets. Donc c'est ce qu'on a appelé la résilience territoriale, c'est-à-dire dans quelle mesure le service de gestion des déchets peut mobiliser des acteurs à l'extérieur, soit des acteurs internes, mais qui ont des territoires d'action beaucoup plus larges que le service de gestion des déchets étudié, soit des acteurs à l'extérieur, d'autres acteurs. Et donc, pour travailler sur cette résilience-là, nous ne proposons pas de méthode spécifique. Nous l'étudions en fonction des résultats des 2 premières méthodes et ensuite en fonction d'un travail de terrain. Donc, pour tester l'opérationnalité de cette méthode de diagnostic, nous l'avons appliquée au territoire d'Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, c'est une commune du Val-de-Marne qui est parmi les 10 communes franciliennes les plus exposées aux inondations. Elle a aussi la particularité, donc elle est située en bordure de la Seine, donc soumise à l'inondation de la Seine, et elle a la particularité d'abriter l'une des infrastructures les plus importantes du traitement des déchets pour Paris et la Petite Couronne, qui est l'usine d'incinération des ordures ménagères d'Ivry-sur-Seine. Donc nous avons, à partir d'un travail de terrain, appliqué cette méthode de diagnostic sur le territoire d'Ivry-sur-Seine, qui nous a permis de quantifier un gisement de déchets post-inondation et également de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements de ce service. Et puis on a essayé, donc le service de gestion des déchets ivrien est susceptible de dysfonctionner. Donc on s'est dit, on va aller voir à l'extérieur comment le service de gestion des déchets ivrien va pouvoir mobiliser des moyens extérieurs. Et nous mettons en évidence que le service de gestion des déchets ivrien ne sera pas le seul impacté par l'inondation. Et donc, il y a une nécessité de décentrer la réflexion. Là, on avait une réflexion sur le territoire fonctionnel de la gestion des déchets normaux et de travailler à l'échelle du territoire fonctionnel de la gestion des déchets post-inondation, qui est un territoire encore aujourd'hui qui a des limites floues. En effet, on se pose encore à l'heure actuelle la question de la responsabilité, qui sera responsable de la gestion des déchets post-inondation en Île-de-France, et également quel sera le territoire de compétence de cette gestion. Donc pour conclure, cette thèse propose donc un diagnostic, une méthode de diagnostic de la résilience qui a été élaborée à partir du terrain et qui permet de réfléchir à la mise en action du concept de résilience. Enfin, je tiens à remercier mes directeurs de thèse, l'ensemble de l'équipe génie urbain pour son soutien pendant la thèse, l'école doctorale VTT et l'agence de développement Descartes Développement pour ce prix. Je vous remercie.
Et nous voilà arrivés au terme de cette cérémonie, presque. Et donc, je vais laisser la parole à Bernard Disembourg, le président d'Université Paris-Est, pour clore en fait cet épisode intellectuel avant d'avoir un épisode un petit peu plus matériel. Merci. Bonsoir, je vais faire très court. D'abord pour remercier tous ceux qui ont organisé, préparé cette soirée. Aussi pour l'ensemble des jurys qui ont travaillé, les présidents des jurys et l'ensemble des jurys. Remercier aussi, même si probablement certains sont là, mais pas tous, remercier aussi tous les directeurs de thèse qui ont accompagné les étudiants. Remercier le département doctoral dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois les directeurs d'école doctorale et les responsables du département doctoral. C'est un élément important. Je crois qu'il faut rappeler que pour nous, le champ du doctoral, c'est un champ qui est fondateur de nos démarches communes. C'est un champ qui est vraiment à l'articulation entre la formation et la recherche. C'est un champ qui est extrêmement important pour préparer de nouveaux enseignants-chercheurs, mais c'est aussi un champ qui est important pour préparer par la recherche à d'autres types d'exercices professionnels. Et donc, notre démarche commune s'est fondée au départ, et ça reste un élément central, sur l'activité du doctoral, qui est une activité qui s'appuie sur les laboratoires, qui s'appuie sur les directeurs de thèse et qui, bien sûr, s'appuie sur les étudiants. Et on voit bien combien cette activité doctorale, je crois, est riche, diverse, à la fois très ancrée dans les disciplines. Et je crois aussi qu'elle traduit bien ce qui est quand même une spécificité de nos dynamiques, qui est de faire des rapprochements, des croisements, etc., entre différents types de disciplines, comme d'ailleurs ça a été souligné tout à l'heure. Et puis alors je voudrais aussi tout particulièrement remercier les étudiants docteurs. Parce qu'à la fois on voit bien combien ils sont habités par leur sujet, je crois qu'ils sont encore proches de ces travaux. Et j'ai trouvé que leur capacité à rendre compte de leur sujet, à nous le transmettre de façon à la fois rapide, mais en même temps, bien sûr, vulgarisée, simplifiée, mais en même temps, en donnant envie, d'une certaine façon, de rentrer dans leur thématique, était vraiment très, très bonne. Et alors, je crois que c'est un élément qui est un élément extrêmement important parce que je crois que nous, à travers ça, on voit bien comment certains d'entre eux sont, par exemple, complètement adaptés à une fonction d'enseignant-chercheur, par exemple. Mais c'est aussi important par rapport à d'autres types d'insertion professionnelle, parce que je crois qu'on voit bien qu'à travers la thèse, à travers l'ensemble de leur parcours, mais la thèse y a probablement contribué, ils ont aussi acquis ce type de compétences. Et je crois que c'est important, alors globalement, non seulement pour eux, pris individuellement, mais pour l'université et pour le développement de la visibilité du doctoral. Et trop souvent, on a l'impression que, d'une certaine façon, le doctoral, ça, entre guillemets, fabrique des personnes qui sont très repliées sur leur sujet, qui n'ont pas capacité à le communiquer sur l'extérieur. Et je crois qu'on a eu ce soir l'occasion de voir qu'au contraire, il y avait une très grande capacité à communiquer. Voilà. Ce qui me permet aussi de dire que cet aspect-là, nous souhaitons continuer à le travailler de façon forte, parce que nous avons besoin de faire sentir combien le doctoral, c'est un élément important pour la vie universitaire, combien c'est un élément important aussi pour le contact avec l'environnement de la vie universitaire, pour les fonctions non seulement par rapport aux aspects économiques de valorisation, mais aussi par rapport aux aspects culturels de la transmission de la connaissance. Donc c'est un élément important et c'est aussi cette occasion, cet objectif qui fait que nous allons participer cette année, même si on peut avoir un certain nombre de réserves sur le format, etc., à ce qui a été initié par la CPU avec le CNRS sur la présentation de thèse en 180 secondes. Alors on peut dire que c'est un défi absolument impossible, voilà, mais vous savez que c'est organisé à la fois sur la base des communautés, puis nationalement, puis internationalement. Et donc pour UPE, et je vous le dis tout de suite parce que ça aura lieu le 26 mars 2015,
où nous aurons ce concours qui sera une autre occasion de valoriser le travail qui est fait dans nos départements doctoraux, dans nos laboratoires et dans l'ensemble de nos établissements. Voilà, merci, et je pense qu'on peut maintenant prolonger notre soirée autour d'un pot de l'amitié. Voilà.